En passant devant la vendeuse de rue, le millionnaire est resté figé en voyant sa cicatrice. C'était la même cicatrice que celle de sa fille disparue il y a 18 ans. Dans les faubourgs élégants de Lyon, le soleil de juin se couchait en teintant de pourpre les pierres dorées de la demeure Valmont. Cette villa majestueuse, nichée au cœur des quartiers les plus huppés, semblait être le symbole parfait d'une réussite sans faille. Pourtant, derrière les murs impeccables se cachait une blessure que 18 années n'avaient pas suffi à cicatriser. Henri Valmont, 55 ans, se tenait immobile devant la fenêtre de son bureau, contemplant distraitement le jardin où les rosiers commençaient à fleurir. Son visage sculpté par le temps et les responsabilités ne trahissait rien, mais ses yeux, d'un bleu métallique, gardèrent cette ombre que ses proches connaissaient trop bien. C'était toujours ainsi en cette période de l'année. « Monsieur, votre voiture est prête », annonça Bertrand, son chauffeur depuis plus de 20 ans. Henri acquiesça sans se retourner. « Véronique est-elle prête ? Madame a fait savoir qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ne vous accompagnerait pas à la soirée. » Un sourire sans joie étira les lèvres d'Henri. Bien sûr, comme chaque année à l'approche de cette date, sa femme s'enfermait dans sa chambre avec ses médicaments et ses migraines, fuyant la réalité comme on fuit un incendie. « Très bien, j'y vais seul. » Il attrapa sa veste et quitta la pièce sans un regard vers la photo posée sur son bureau. Celle d'une petite fille aux boucles blondes et au sourire espiègle, tenant dans sa main potelée un petit collar doré avec un pendentif en forme de N, dans la voiture qui filait vers le centre-ville. Henri feuilletait distraitement les documents pour la soirée de charité, la Fondation Valmont pour les enfants disparus, une création née dans la douleur. 18 ans qu'il la finançait, 18 ans qu'il offrait des millions à cette cause, comme si chaque euro pouvait racheter sa propre impuissance. « On prévoit du monde ce soir, monsieur », tenta Bertrand pour briser le silence pesant. « Comme chaque année », répondit Henri, laconique. « Comme chaque année. Ils viendront boire mon champagne, applaudir mon discours et me regarder avec cette pitié à peine voilée. » Bertrand ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Il était là, ce jour-là, quand tout avait basculé. Il avait vu de ses propres yeux le grand Henri Valmont, l'homme d'affaires implacable, s'effondrer comme un château de cartes dans cette clairière où la petite Noémie avait disparu. La voiture s'arrêta enfin devant le Grand Hôtel-Dieu, magnifique bâtiment historique, reconverti en centre culturel et commercial. La salle de réception brillait de mille feux. Et dès qu'Henri y mit les pieds, le silence se fit, suivi d'applaudissements respectueux. Le rituel pouvait commencer. Poignée de main, sourire forcé, questions polies sur les affaires, évitement soigneux du sujet qui, pourtant, réunissait tout ce beau monde. Henri jouait son rôle à la perfection, comme l'automate qu'il était devenu. Il prononça son discours, le même chaque année, à quelques mots près, puis endura les conversations mondaines avec une patience stoïque. « Tu devrais rentrer », lui glissa à l'oreille Thomas Fauvel, son ami d'enfance et avocat de confiance. « Tu as l'air épuisé ?»« Pas encore », répondit Henri. « J'ai besoin d'air. Je vais marcher un peu avant de rentrer. » Thomas n'insista pas. Il connaissait trop bien cette habitude. Chaque année, après la soirée, Henri disparaissait quelques heures, errant seul dans les rues de Lyon, comme s'il cherchait encore, après toutes ces années, un fantôme aux boucles blondes. « Comme tu veux, mais n'oublie pas notre rendez-vous demain pour finaliser l'acquisition du groupe Mercier. » Henri hocha la tête et s'éclipsa, ignorant les regards inquiets qui le suivaient. Dehors, l'air était doux, chargé des senteurs du Rhône tout proche. Il desserra sa cravate et commença à marcher sans but précis. Laissant ses pas le guider, les rues du vieux Lyon s'animaient de leur vie nocturne habituelle, des terrasses pleines, des rires, des couples enlacés. La vie, dans toute sa banalité cruelle, continuait. Il traversa la place Saint-Jean, longea la cathédrale, puis se retrouva sur les quais de Saône. C'est là que ses pas ralentirent. Une petite place, nichée entre deux immeubles anciens, accueillait un marché nocturne informel. Quelques artisans y exposaient leurs créations. Des aquarelles, des bijoux artisanaux, des objets en céramique. Henri s'apprêtait à passer son chemin quand quelque chose attira son regard. Une jeune femme était assise sur un petit tabouret, derrière une toile étalée à même le sol. Ses bijoux, disposés avec soin sur le tissu bleu nuit, captaient la lumière des lampadaires. Mais ce n'étaient pas les bijoux qui avaient arrêté Henri. C'était elle, ses cheveux,
d'un blond cendré, était nouée en une tresse lâche qui retombait sur son épaule. Son profil fin se découpait dans la lumière douce, et sur sa joue gauche, une fine cicatrice dessinait une courbe délicate, presque imperceptible pour qui ne savait pas quoi chercher. Henri sentit son cœur s'arrêter. Cette cicatrice, Noémie l'avait eue à l'âge de 2 ans, après une chute dans le jardin. Un accident banal, quelques points de suture, et cette marque que les médecins avaient assuré qu'elle garderait toute sa vie. La jeune femme, sentant qu'on l'observait, leva les yeux, des yeux d'un gris-vert étonnant, qui semblèrent transpercer Henri comme des lames, des yeux qu'il connaissait par cœur, qu'il revoyait chaque nuit dans ses cauchemars. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix claire mais méfiante. Henri ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son regard venait de tomber sur le cou de la jeune femme, où brillait faiblement un pendentif usé par le temps, un petit médaillon en or avec une lettre gravée. « Monsieur !» insista la jeune femme, de plus en plus mal à l'aise face à cet homme élégant qui la fixait comme s'il avait vu un fantôme. « Pardonnez-moi !» bredouilla enfin Henri. « Vos bijoux, ils sont magnifiques. » Il se pencha maladroitement, pointant du doigt une paire de boucles d'oreilles. N'importe quoi pour justifier sa présence. Pour rester encore un peu. « Ce sont des pièces uniques, » expliqua-t-elle, légèrement radoucie. « Je les fabrique moi-même. Vous êtes très talentueuse. »« Clara, » répondit-elle. « Je m'appelle Clara. Clara, pas Noémie, bien sûr. » Comment aurait-elle pu garder ce prénom si elle avait été... Non, il devenait fou. Après 18 ans de faux espoirs et de fausses pistes, voilà qu'il se mettait à voir sa fille dans une simple ressemblance fortuite. Et pourtant, cette cicatrice, ce collier, puis-je vous demander où vous avez eu ce pendentif ? S'entendit-il demander, incapable de se contenir. Le visage de Clara se ferma instantanément. « C'est personnel, » répondit-elle sèchement. « Vous voulez acheter quelque chose ? Ou juste bavarder ?» Henri se reprit, conscient de son indiscrétion. « Pardonnez-moi, je vais prendre ces boucles d'oreilles. » Et ce bracelet aussi. Il sortit son portefeuille, en extraya 2 billets de 100 €. Bien plus que ne valèrent les bijoux. Gardez la monnaie, dit-il en prenant délicatement les pièces que Clara lui tendait, notant au passage la finesse de son travail. Leurs doigts se frôlèrent un instant, et Henri ressentit comme une décharge électrique. C'était absurde, insensé, et pourtant, « Bonne soirée ?» murmura-t-il en s'éloignant à contre-cœur, à quelques mètres à peine. Il se retourna, Clara rangeait déjà l'argent dans une petite sacoche, son visage à nouveau concentré sur ses créations. Henri sortit son téléphone et composa un numéro. « Laurent, c'est Valmont. J'ai besoin de tes services. Ce soir. C'est urgent. » Il raccrocha, le cœur battant comme il n'avait pas battu depuis 18 ans. Dans sa poche, les bijoux de Clara semblaient peser 1 tonne, comme un fragment de vérité trop lourd à porter seul. Laurent Mercier attendait Henri à la terrasse d'un café discret du 6e arrondissement. Malgré l'heure tardive, l'ancien commissaire de police reconverti en détective privé semblait parfaitement éveillé. Comme toujours, à 60 ans passés, il conservait cette vivacité qui avait fait sa réputation dans les forces de l'ordre. « Je ne t'ai pas vu à la soirée », remarqua Henri en s'asseyant face à lui. « Tu sais bien que je déteste ces mondanités », répondit Laurent en repoussant sa tasse de café vide. « Alors, qu'est-ce qui ne peut pas attendre jusqu'à demain matin ?» Henri sortit de sa poche les bijoux achetés plus tôt et les déposa sur la table. « J'ai rencontré quelqu'un ce soir. » Laurent haussa un sourcil. Surpris par le ton inhabituellement animé de son ami, une femme qui vendait ses bijoux sur une place près des quais, et en quoi cela me concerne, Henri prit une profonde inspiration. Elle a une cicatrice sur la joue gauche, exactement comme Noémie, et elle porte un collier avec un pendentif en forme de N. Exactement comme celui que j'avais offert à ma fille, le visage de Laurent se figea. Il connaissait cette histoire par cœur. C'était lui qui, 18 ans plus tôt, avait dirigé les premières recherches après la disparition de la petite Noémie Valmont dans le parc de la Tête d'Or, lui qui avait dû annoncer à Henri, après des semaines d'investigation, que les chances de retrouver sa fille s'amenuisaient avec chaque jour qui passait. « Henri, » commença-t-il avec précaution, « nous avons déjà suivi des dizaines de pistes comme celle-ci, des fausses ressemblances, des coïncidences, pas comme celle-ci, » coupa Henri. « Je veux que tu la retrouves, que tu découvres tout sur elle. Son nom est Clara, c'est tout ce que je sais. » Laurent soupira,
reconnaissant cette lueur dans les yeux de son ami, celle qui précédait invariablement une nouvelle déception. « D'accord, je vais voir ce que je peux faire, mais, Henri, ne te fais pas trop d'illusions. » Henri hocha la tête, conscient qu'il jouait peut-être avec ses propres démons, mais quelque chose, cette fois, était différent. Une certitude inexplicable, presque viscérale. « Appelle-moi dès que tu as du nouveau, » dit-il en se levant. N'importe quand, en rentrant chez lui, la demeure silencieuse l'accueillit comme un mausolée. Il monta directement à son bureau, évitant la chambre où Véronique devait dormir. Abruti par ses somnifères, leur mariage n'était plus qu'une façade depuis des années, une comédie sociale jouée pour le monde extérieur. Véronique n'avait jamais surmonté la disparition de leur fille. Elle s'était réfugiée dans un monde de médicaments et de thérapies, oscillant entre dépression et crise de nerfs. Henri s'installa dans son fauteuil et ouvrit le tiroir du bas, celui qu'il gardait toujours verrouillé. Il en sortit un petit écrin en velours bleu nuit. À l'intérieur, identique à celui qu'il avait vu au cou de Clara, reposait un pendentif en or avec la lettre engravée. Le jumeau de celui qu'il avait offert à Noémie pour ses 3 ans, il l'avait fait fabriquer en 2 exemplaires. Un pour maintenant, un pour plus tard, avait-il dit à sa fille. Le second devait lui être offert pour ses 16 ans. Il n'avait jamais quitté ce tiroir. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. Qui pouvait bien l'appeler à cette heure? Il décrocha avec appréhension. « Allô, Henri, c'est Laurent. J'ai déjà quelques informations. » Henri se redressa, le cœur battant. « Déjà, j'ai des contacts dans tous les services municipaux. Tu te souviens? Les vendeurs de rue doivent être enregistrés pour obtenir un emplacement. Même temporaire, ta Clara s'appelle Clara Dumas. Elle a 21 ans et habite dans le quartier de la Croix-Rousse. 21 ans. L'âge qu'aurait Noémie aujourd'hui. Tu as son adresse? Bien sûr, mais je ne te la donnerai pas ce soir. Tu n'es pas en état d'aller frapper à sa porte à minuit passé. » Henri dut admettre que son ami avait raison. « Qu'est-ce que tu as d'autre? » « Pas grand-chose pour l'instant. Elle est auto-entrepreneuse depuis 3 ans. Déclare ses revenus correctement. Pas de casier judiciaire. Rien de particulier. Je vais creuser davantage demain. Merci, Laurent. Ne me remercie pas trop vite. Ce n'est probablement qu'une coïncidence, tu sais. » Mais Henri n'écoutait plus. Une coïncidence? Une jeune femme de l'âge exact qu'aurait sa fille, avec la même cicatrice au même endroit, portant un pendentif identique à celui de Noémie. Impossible. Après avoir raccroché, il passa le reste de la nuit à contempler les bijoux achetés à Clara. Le travail était délicat, minutieux, révélant un réel talent artistique. Il imaginait ses doigts fins travaillant le métal, créant ses formes élégantes, les doigts de sa fille. Cette pensée le torturait. Au petit matin, épuisé, mais incapable de dormir, il quitta la maison avant même que Véronique ne se réveille. Il avait une réunion importante concernant l'acquisition du groupe Mercier, mais son esprit était ailleurs. Dans la salle de conférence luxueuse de son entreprise, entouré de conseillers et d'avocats, il ne faisait qu'attendre l'appel de Laurent. Celui-ci arriva vers midi, alors qu'Henri signait distraitement les derniers documents de l'acquisition. « J'ai du nouveau », annonça Laurent sans préambule. « J'ai retrouvé la trace d'une certaine Suzanne Dumas, 76 ans, qui vit avec Clara, apparemment. C'est sa grand-mère. Sa grand-mère. C'est là que ça devient intéressant. J'ai fait quelques recherches dans les archives. Cette Suzanne Dumas a déclaré la garde de Clara en 2008. Quand la petite avait 4 ans environ, les documents indiquent que la mère de Clara était décédée et que le père était inconnu. Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. 2008. C'est l'année où Noémie a disparu. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Henri entendit Laurent prendre une inspiration, comme s'il hésitait à poursuivre. Henri, j'ai vérifié le registre du personnel de ta maison à cette époque. Suzanne Dumas a travaillé chez vous comme gouvernante pendant près de 2 ans. Elle a démissionné brusquement 1 semaine après la disparition de Noémie. Le monde s'arrêta de tourner autour d'Henri. Une gouvernante. Il en avait eu tellement. Engagée et renvoyée par Véronique selon ses humeurs. Il ne se souvenait pas spécifiquement de cette Suzanne Dumas. Tu es sûr? Absolument certain. Je peux te retrouver à ton bureau dans 1 heure avec tout ce que j'ai rassemblé. Henri raccrocha. L'esprit en ébullition, une ancienne employée de maison qui quitte son poste juste après la disparition de Noémie, puis déclare subitement la garde d'une enfant du même âge, c'était plus qu'une coïncidence. Beaucoup plus. Il quitta la salle de conférence sans un mot d'explication, laissant ses collaborateurs stupéfaits,
Dans l'ascenseur qui le ramenait à son bureau, il tentait de rassembler ses souvenirs, cette Suzanne Dumas. Il avait besoin de voir une photo, de se rappeler son visage, mais une chose était certaine, il allait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Et si Clara était bien Noémie, alors quelqu'un allait devoir rendre des comptes. Pour 18 années volées, pour une famille brisée, pour une vie entière de souffrance, l'ascenseur s'ouvrit, et Henri marcha d'un pas décidé vers son bureau, où l'attendait peut-être la clé de ce mystère qui avait dévoré sa vie. Dans son petit appartement de la Croix-Rousse, Clara se réveilla en sursaut. Encore ce rêve, toujours le même depuis l'enfance, elle court dans un grand jardin, quelqu'un l'appelle, puis soudain le vide. Elle porta instinctivement la main à son pendentif et serra le petit N entre ses doigts, comme pour s'assurer qu'il était toujours là. « Tu es réveillée, ma petite !» La voix douce de Suzanne résonna depuis la cuisine. Clara s'étira et rejeta ses couvertures. L'appartement était modeste mais lumineux, avec cette vue imprenable sur Lyon qui faisait le charme du quartier. Sur sa table de travail s'étalèrent des perles, des fils métalliques et de petites pinces. Son univers, j'arrive mamie, dans la cuisine. Suzanne préparait du café, à 76 ans. Elle gardait cette élégance discrète qui la caractérisait, malgré ses mains déformées par l'arthrite. « Comment s'est passée ta soirée hier ?» demanda-t-elle en servant une tasse à sa petite fille. « Comme d'habitude », répondit Clara en s'asseyant, sauf qu'un type bizarre s'est arrêté juste avant que je range. Un homme en costume, la cinquantaine, l'air complètement ailleurs. Il m'a acheté des bijoux sans même négocier le prix. La tasse que tenait Suzanne vacilla légèrement. « Il t'a dit son nom ?»« Non. Pourquoi ?»« Simple curiosité, » répondit Suzanne en détournant le regard. « Il a peut-être reconnu ton talent. » Clara haussa les épaules et but une gorgée de café. Elle connaissait trop bien sa grand-mère pour ne pas remarquer ce léger tremblement dans sa voix. Mais elle n'insista pas. Suzanne avait toujours eu ses secrets. « Je dois livrer une commande spéciale aujourd'hui, » dit Clara en changeant de sujet. « Cette boutique du vieux lion qui veut exposer mes créations. Si ça marche, je pourrais enfin arrêter de vendre dans la rue. C'est merveilleux, ma chérie. » Sourit Suzanne, en posant une main affectueuse sur celle de Clara. La jeune femme lui rendit son sourire, mais une ombre passa dans son regard. Devenir une artiste reconnue avait toujours été son rêve, mais quelque chose la retenait, comme si elle ne méritait pas ce bonheur. « Tu sais, » reprit Suzanne en s'asseyant face à elle, « tu as un don. Ta mère serait tellement fière de toi. » Clara baissa les yeux. Sa mère, cette femme dont elle ne connaissait rien. Pas même le visage, Suzanne lui avait toujours dit qu'elle était morte en la mettant au monde et que son père, inconnu, les avait abandonnées toutes les deux. Une histoire simple, triste, comme tant d'autres. « J'y vais », annonça Clara en terminant rapidement son café. « Je serai de retour pour le dîner. » Elle embrassa Suzanne sur le front et saisit son sac contenant ses créations. En fermant la porte, elle ne vit pas sa grand-mère sortir un vieux téléphone portable d'un tiroir de la cuisine. Le regard empreint d'une terreur sourde. Laurent déposa devant Henri un dossier épais, fruit d'une nuit de recherche. Voilà tout ce que j'ai pu rassembler sur Suzanne Dumas et Clara. Henri ouvrit fébrilement la chemise. La première page contenait une photo récente de Clara, prise à son insu alors qu'elle installait son étal. Henri sentit son cœur se serrer. La ressemblance avec Véronique était frappante. Les mêmes pommettes hautes, la même ligne de mâchoire délicate. J'ai aussi retrouvé ceci, poursuivit Laurent en lui tendant une ancienne fiche de personnel. Suzanne Dumas, engagée comme gouvernante chez vous en janvier 2006, démission acceptée en juillet 2008. La photo sur la fiche montrait une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants coupés courts, au regard doux mais déterminé. Henri plissa les yeux, fouillant dans sa mémoire. « Je ne la reconnais pas », admit-il finalement. « Ce n'est pas étonnant. Vous aviez un personnel nombreux à l'époque, et les dossiers indiquent qu'elle s'occupait principalement de l'aile est de la maison. L'aile est, là où se trouvait la chambre de Noémie, a-t-elle un casier judiciaire ? Demanda Henri, la gorge nouée. Rien. Une citoyenne modèle, institutrice à la retraite quand elle est entrée à votre service. Aucun antécédent suspect. Henri tourna les pages du dossier, absorbant chaque détail. Des relevés bancaires montrant des versements modestes mais réguliers, des factures d'électricité, de téléphone,
Une vie simple, sans ostentation. Et Clara, qu'avez-vous trouvé sur elle? C'est là que ça devient intéressant, répondit Laurent en sortant un autre document. Officiellement, Clara est inscrite à l'état civil comme née de mère inconnue. Suzanne l'aurait recueillie en tant que tutrice légale en 2008, quelques mois après avoir quitté votre service. C'est impossible, souffla Henri. Une enfant ne peut pas apparaître comme ça, de nulle part. Dans un monde parfait, non. Mais avec les bonnes connexions et les bons arrangements, j'ai parlé à un ancien collègue qui travaillait aux affaires sociales à cette époque. Il se souvient vaguement d'un dossier concernant une enfant retrouvée errante, amnésique. Apparemment, Suzanne aurait proposé de l'accueillir temporairement, puis aurait engagé une procédure d'adoption. Henri se leva brusquement, incapable de rester assis plus longtemps. Une enfant amnésique, de l'âge de Noémie. Recueillie par notre ancienne gouvernante juste après la disparition de ma fille, ce n'est pas une coïncidence, Laurent. C'est elle, j'en suis certain. J'ai de bons contacts au laboratoire médico-légal, poursuivit Laurent. Si tu obtiens quelque chose contenant son ADN, nous pourrions le comparer au tien. Henri le fixa, stupéfait. Tu penses à kidnapper cette fille pour lui faire un test ADN? Bien sûr que non, répondit Laurent, impassible. Un verre qu'elle aurait touché, une mèche de cheveux, n'importe quoi. C'est une simple précaution, Henri, pour être sûr avant d'aller plus loin. Henri se rassit lentement, les jambes tremblantes. Et ensuite, si c'est bien elle, Laurent soupira profondément. C'est là que ça se complique. Juridiquement, si Clara est bien Noémie, un crime a été commis, enlèvement d'enfants, falsification de documents administratifs, mais après tant d'années, prouver qui est responsable de quoi? Sans compter l'impact psychologique sur la jeune femme. Henri ferma les yeux, assailli par 1000 questions. Qui avait pris sa fille ce jour-là? Pourquoi Suzanne l'avait-elle cachée pendant toutes ces années? Et Clara elle-même, que savait-elle de tout cela? J'ai besoin de la voir, de lui parler, murmura-t-il. Ce n'est pas une bonne idée, contra fermement Laurent. Pas maintenant, pas comme ça. Si tu débarques dans sa vie en prétendant être son père, tu risques de la terrifier. Elle a construit toute son identité autour d'une autre histoire. Henri savait que son ami avait raison. Mais l'idée que sa fille était là, quelque part dans Lyon, vivant une vie de privation alors qu'il aurait pu tout lui offrir, c'était insupportable. Que suggères-tu alors? Laisse-moi continuer à enquêter, surveiller Suzanne, comprendre ce qui s'est réellement passé, et pendant ce temps, tu pourrais peut-être trouver un moyen de te rapprocher de Clara naturellement, sans révéler tes soupçons. Comment? Tu m'as dit qu'elle vendait des bijoux. Tu pourrais devenir un client, un mécène peut-être, quelqu'un qui s'intéresse à son art, qui veut l'aider à développer son talent. L'idée prenait forme dans l'esprit d'Henri. Oui, il pourrait faire ça. Gagner sa confiance petit à petit. Apprendre à la connaître. Et peut-être, avec le temps. D'accord, dit-il finalement. Mais je veux des nouvelles chaque jour, et au moindre signe que quelque chose ne va pas. Tu seras le premier informé, assura Laurent en se levant. Oh, et Henri. Pas un mot à Véronique. Pas encore. Henri acquiesça sombrement. Sa femme était devenue si imprévisible au fil des ans, alternant entre léthargie médicamenteuse et crise d'hystérie. Comment réagirait-elle si elle apprenait que Noémie était peut-être vivante, qu'elle avait vécu toutes ces années à quelques kilomètres de chez eux? Alors que Laurent quittait son bureau, Henri resta immobile, fixant la photo de Clara, cette cicatrice sur sa joue, ce regard intense et un peu méfiant. Sa fille avait grandi sans lui, était devenue une femme, une artiste. Il avait manqué chaque étape de sa vie, mais plus maintenant, plus jamais. La boutique L'Écrin des Canuts, nichée dans une ruelle pavée du vieux Lyon, était exactement le genre d'endroit où Clara rêvait de voir ses créations exposées, des vitrines élégantes, une clientèle raffinée, et surtout, la réputation d'être un tremplin pour les artisans locaux. « Ils sont magnifiques, ma petite !» s'exclama Élise Garnier, la propriétaire des lieux, en examinant les bijoux que Clara venait de lui présenter. « Tu as un style vraiment unique !» Clara rougit légèrement sous le compliment. Après des années à vendre sur les marchés, cette reconnaissance professionnelle lui semblait presque irréelle. « J'accepte avec plaisir de les exposer, » poursuivit Élise. « Nous fonctionnons en dépôt-vente, avec une commission de 30%. Cela te convient? Parfaitement, répondit Clara, dissimulant son excitation, alors qu'Élise rédigeait le contrat,
La clochette de la porte d'entrée tinta. Clara ne se retourna pas immédiatement, mais sentit un regard posé sur elle. Quand elle pivota enfin, elle reconnut l'homme de la veille, celui qui avait acheté ses bijoux sans discuter. « Monsieur Valmont » s'exclama Élise avec une déférence qui surprit Clara. « Quel plaisir de vous voir ici. » L'homme, Valmont, apparemment, sourit poliment. « Bonjour Élise. Je passais dans le quartier et j'ai vu votre nouvelle collection en vitrine. » Son regard croisa celui de Clara, et elle eut l'étrange impression qu'il n'était pas là par hasard. « Justement, » répondit Élise, ravie, « je discutais avec mademoiselle Dumas. Elle va exposer ses créations chez nous. D'ailleurs, ce sont ces bijoux que vous avez remarqués en vitrine. » Clara vit l'homme tressaillir imperceptiblement à la mention de son nom. Une coïncidence, sans doute. « Nous nous sommes déjà rencontrés. Hier soir, » dit-il en s'avançant vers elle. La main tendue. « Henri Valmont, Clara Dumas, » répondit-elle en serrant brièvement sa main. Le contact fut bref, mais Clara ressentit un étrange malaise. Cet homme, quelque chose dans son regard la troublait profondément. « Les boucles d'oreilles que vous m'avez vendues hier ont beaucoup plu à ma nièce, » poursuivit-il avec un sourire qui semblait forcé. « Je me demandais si vous accepteriez une commande spéciale. » Clara hésita. Elle n'avait pas l'habitude des clients fortunés, car il l'était visiblement, vu la déférence d'Élise et son costume sur mesure. « Bien sûr, » finit-elle par répondre. De quoi s'agirait-il ? « Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un café » suggéra-t-il. Si vous avez un moment, bien entendu, Élise les observait avec un intérêt non dissimulé. Clara savait qu'elle ne pouvait pas refuser sans paraître impolie, et puis, une commande de ce genre pourrait représenter une opportunité inespérée. « D'accord, » accepta-t-elle prudemment. « Je viens de terminer ici. » 10 minutes plus tard, ils étaient assis à la terrasse d'un café sur la place Saint-Jean. Henri Valmont commanda un espresso, Clara un thé vert. « Votre travail est vraiment exceptionnel. » commença-t-il, autodidacte. « Oui, » répondit Clara. « Sur ses gardes, ma grand-mère m'a offert mon premier kit de création quand j'avais 12 ans. Depuis, je n'ai jamais arrêté. Votre grand-mère, c'est elle qui vous a élevé. La question était trop personnelle, trop directe. » Clara se raidit. « Pardonnez mon indiscrétion », s'excusa aussitôt Henri. Remarquant son malaise, « C'est juste que j'admire les parcours comme le vôtre. » Réussir par son talent seul, sans appui, le serveur apporta leur boisson, offrant à Clara un moment pour reprendre contenance. « Cette commande spéciale, alors ?» demanda-t-elle pour revenir au sujet initial. Henri sortit une enveloppe de sa veste et en extraya une photo. « C'est un collier que j'ai offert à ma fille, il y a longtemps. J'aimerais en faire une réplique. Mais avec votre style personnel, » Clara examina la photo. Un pendentif en or en forme de N, presque identique à celui qu'elle portait. Son cœur s'accéléra. « Ce collier, » commença-t-elle, la gorge soudain sèche. « Vous en portez un similaire, n'est-ce pas ?» remarqua Henri. Et son regard était si intense que Clara se sentit transpercée. « Oui, c'est un hasard étrange, » balbutia-t-elle en touchant instinctivement son pendentif. « Puis-je vous demander d'où il vient ?» Clara aurait dû se lever, s'en aller, mettre fin à cette conversation qui prenait une tournure trop étrange, mais quelque chose dans les yeux de cet homme, une douleur ancienne, une supplication muette, la retint. « Je l'ai toujours eu, » répondit-elle finalement. « Mamie dit qu'il appartenait à ma mère. » Une ombre passa sur le visage d'Henri. « Pouvez-vous réaliser cette commande ?» demanda-t-il, et sa voix tremblait légèrement. « Je pense, oui, ça prendra quelques jours. » « Le prix ne sera pas un problème, » assura Henri en sortant une carte de visite. « Voici mes coordonnées. Appelez-moi quand ce sera prêt, ou si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Clara prit la carte, intriguée par cet homme et son étrange requête. « Henri Valmont, Valmont Industries », disait la carte en lettres élégantes. « Un homme d'affaires important, visiblement. Je vous contacterai dès que j'aurai avancé sur le projet, » promit-elle en se levant. « Une dernière chose, » dit Henri alors qu'elle s'apprêtait à partir. « Votre grand-mère, Suzanne, c'est bien ça. Comment va-t-elle » Clara se figea. Comment connaissait-il le prénom de sa grand-mère ? « Nous sommes d'anciennes connaissances, » expliqua rapidement Henri, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Cela fait des années. Elle ne se souvient peut-être pas de moi. Je lui transmettrai vos salutations.
répondit froidement Clara, soudain méfiante, sur le chemin du retour. Elle ne put s'empêcher de repenser à cette rencontre troublante. 2 fois en 2 jours. Ce n'était plus une coïncidence. Et cette façon dont il l'avait regardée, presque avec nostalgie, et sa connaissance de mamie Suzanne, tout cela n'avait aucun sens. Dans le petit appartement de la Croix-Rousse, Suzanne l'accueillit avec un sourire tendu. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?»« Bien, » répondit Clara, observant attentivement sa grand-mère. « La boutique a accepté mes bijoux. Et j'ai rencontré quelqu'un de curieux, un certain Henri Valmont. Il prétend te connaître. » La tasse que tenait Suzanne s'écrasa au sol. Son visage avait perdu toute couleur. « Mamie ?» s'inquiéta Clara en se précipitant vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est rien, juste ma maladresse. » mentit Suzanne en s'agenouillant pour ramasser les morceaux. « Valmont, tu dis. Le nom me dit vaguement quelque chose, peut-être un ancien client quand je faisais des ménages. Mais ses mains tremblaient violemment, trahissant son trouble. Il veut que je lui fabrique un collier, poursuivit Clara. Regarde, presque identique au mien. » Elle montra la photo à Suzanne, qui détourna aussitôt le regard. « Je ne pense pas que tu devrais accepter cette commande, ma chérie, » dit-elle d'une voix étrangement ferme. « Pourquoi ? C'est bien payé, et ça pourrait m'ouvrir des portes. Ces gens-là, ceux de son monde, ils ne sont pas comme nous, Clara. Ils prennent ce qu'ils veulent et détruisent le reste. » Jamais Clara n'avait entendu sa grand-mère parler ainsi, avec cette amertume, cette rancœur presque palpable. « Mamie, que me caches-tu » demanda-t-elle doucement. « Tu connais cet homme, n'est-ce pas ?» Suzanne se releva péniblement, ses yeux évitant ceux de sa petite fille. « Il y a des choses que j'ai faites, Clara, des choses dont je ne suis pas fière, mais que j'ai faites pour te protéger, pour nous protéger. De quoi parles-tu » Les yeux de Suzanne se remplirent de larmes. « Tu dois me promettre de ne plus jamais revoir cet homme. »« Jamais, tu m'entends. »« Mais pourquoi ?» s'exclama Clara, de plus en plus perdue. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ?» Suzanne secoua la tête, refusant d'en dire plus. « Promets-le-moi, » insista-t-elle en saisissant les mains de Clara. « Je ne peux pas promettre quelque chose sans comprendre pourquoi. »« Mamie, tu me demandes d'avoir confiance en toi, mais tu ne me fais pas assez confiance pour me dire la vérité. » Cette remarque sembla frapper Suzanne en plein cœur. Elle lâcha les mains de Clara et se détourna. « Un jour, tu comprendras, » murmura-t-elle. « Un jour, tu sauras pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Clara resta immobile, déchirée entre son amour pour cette femme qui l'avait élevée et ce secret qui semblait soudain se dresser entre elles comme un mur infranchissable sur la table de la cuisine. La carte de visite d'Henri Valmont semblait la narguer, promesse d'une vérité dont elle n'était pas certaine de vouloir. Henri ne put trouver le sommeil cette nuit-là, dans sa grande chambre solitaire. Il ne partageait plus celle de Véronique depuis des années. Il fixait le plafond, revoyant sans cesse le visage de Clara, cette cicatrice, ce collier, et surtout cette méfiance instinctive dans son regard, sa fille. Il en était maintenant certain. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message de Laurent. « Suzanne a passé 3 appels après ta rencontre avec Clara, dont un à un avocat spécialisé en droit de la famille. Elle sait qui tu es. » Henri se redressa brusquement. C'était donc ça, la réaction paniquée que Clara avait décrite. Suzanne avait peur qu'il ne découvre la vérité, qu'il ne lui reprenne sa petite fille. Mais pourquoi ? Que s'était-il réellement passé 18 ans plus tôt ? Il descendit dans son bureau et ouvrit l'ordinateur. Les archives de la presse locale de l'époque avaient été numérisées. Il retrouva facilement les articles concernant la disparition de Noémie. La fille du magnate lyonnais disparaît. Mobilisation massive pour retrouver la petite Noémie. Puis, quelques semaines plus tard, l'enquête piétine dans l'affaire Valmont. Il parcourut les rapports de police que Laurent lui avait transmis, des témoignages contradictoires, des pistes qui ne menaient nulle part. Et puis cette théorie qui avait prévalu, Noémie, échappant à la surveillance de sa mère lors d'une promenade, se serait égarée dans les bois bordant le parc, peut-être enlevée par un prédateur opportuniste, mais rien, absolument rien, ne mentionnait Suzanne Dumas. À 7 heures du matin, il était déjà douché et habillé quand Bertrand, surpris de le voir précipitôt, vint l'informer que la voiture l'attendait. « Un détour avant le bureau », demanda Henri, quartier de la Croix-Rousse. Bertrand hocha la tête sans poser de questions.
La voiture se gara discrètement à quelques rues de l'adresse que Laurent lui avait communiquée. Henri, lunettes noires sur le nez malgré le ciel couvert, observa l'immeuble où vivaient Clara et Suzanne. Un bâtiment ancien mais bien entretenu, typique du quartier des Canutes, avec ses hauts plafonds et ses escaliers extérieurs en pierre. À 8 heures précises, Clara sortit. Henri retint son souffle. Elle portait un jean simple, un pull bleu qui faisait ressortir ses yeux, et ses cheveux étaient noués en une tresse lâche. Elle marchait d'un pas vif, un portfolio sous le bras. Probablement ses créations pour la boutique du Vieux Lion. Il la suivit discrètement, incapable de détacher son regard d'elle. Sa démarche, la façon dont elle inclinait légèrement la tête pour observer les vitrines, des gestes si semblables à ceux de Véronique lorsqu'ils s'étaient rencontrés, 25 ans plus tôt. Clara s'arrêta dans une boulangerie, en ressortit avec un croissant qu'elle mangea en marchant. Ces petits gestes ordinaires fascinaient Henri. C'était sa fille, et elle était une parfaite inconnue. Il la vit entrer dans la boutique, l'écrin des Canutes, puis rejoignit sa voiture, perdu dans ses pensées. Au bureau, ordonna-t-il à Bertrand, qui l'attendait patiemment, mais au lieu de l'habituel trajet silencieux, Henri se surprit à engager la conversation. « Bertrand, vous vous souvenez de cette gouvernante ? Madame Dumas, je crois. » Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur, surpris. « Madame Suzanne, oui, une femme discrète, très professionnelle. Véronique l'a renvoyée, n'est-ce pas ? Pourquoi déjà ?» Bertrand hésita, visiblement mal à l'aise. « Je ne sais pas exactement, monsieur. Madame était perturbée après la disparition de la petite. Elle a congédié plusieurs employés à cette période. » Henri hocha la tête, pensif, puis une autre question lui vint, plus délicate. « Vous étiez au service de Véronique ce jour-là, n'est-ce pas, quand Noémie a disparu ?» Les mains de Bertrand se crispèrent légèrement sur le volant. « Oui, monsieur. C'est moi qui ai conduit madame et la petite au parc, puis qui ai donné l'alerte quand madame est revenue seule, hystérique. Vous ne les avez pas accompagnés dans le parc ? Non, monsieur. Madame préférait être seule avec sa fille. » Je les attendais sur le parking. Une nouvelle pièce du puzzle se mettait en place. Véronique seule avec Noémie. Aucun témoin direct de la disparition, hormis le témoignage de sa femme. La voiture s'arrêta devant le siège imposant de Valmont Industries. Henri traversa le hall d'un pas absent, ignorant les salutations des employés. Dans l'ascenseur qui le menait à son bureau, il prit une décision. Il devait parler à Suzanne Dumas. Seule, Clara disposait ses bijoux dans la vitrine que Élise Garnier lui avait réservée quand son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô, mademoiselle Dumas ?»« Clara, c'est Henri Valmont. » Son cœur manqua un battement. La réaction de sa grand-mère la veille l'avait profondément troublée. « Monsieur Valmont ?» répondit-elle froidement. « J'allais justement vous appeler. Je suis désolée, mais je ne pourrai pas réaliser votre commande. » Un silence à l'autre bout de la ligne. « Je comprends, » dit-il finalement. « Votre grand-mère vous a parlé de moi, n'est-ce pas ? Elle ne m'a rien dit de précis, juste qu'il valait mieux garder nos distances. Et vous lui faites confiance. Ce n'était pas une question, juste une constatation, presque résignée. « Bien sûr, » répliqua Clara. « Elle m'a élevée. Elle a toujours veillé sur moi. Pardonnez-moi si je vous ai mise mal à l'aise, » reprit Henri après un moment. « Ce n'était pas mon intention. Je voulais simplement vous proposer une opportunité professionnelle. Mon entreprise organise un gala de charité la semaine prochaine, et nous cherchons des créateurs locaux pour exposer leurs œuvres. Avec commission sur les ventes, bien entendu. » Clara hésita. L'offre était tentante. Trop tentante pour une artiste qui peinait à percer. « Je ne sais pas. Réfléchissez-y, » suggéra Henri. « C'est une chance unique de vous faire connaître. Des collectionneurs, des galeristes, des gens influents dans le monde des arts. Ils seront tous là. »« Pourquoi moi ?» demanda Clara suspicieuse. « Vous ne connaissez même pas mon travail. Ce que j'ai vu m'a suffi, » répondit-il simplement. « Vous avez un don, Clara. Il serait dommage de l'enfouir par méfiance. » Ces mots résonnèrent étrangement en elle. N'avait-elle pas toujours rêvé de reconnaissance, de légitimité artistique? Et pourtant, l'avertissement de sa grand-mère, « Je vais y réfléchir », concéda-t-elle finalement. « Parfait. L'événement a lieu samedi prochain. Au Grand Hôtel Dieu, je vous ferai parvenir une invitation officielle à la boutique. » Après avoir raccroché, Clara resta immobile.
Tiraillée entre l'excitation professionnelle et ce malaise indéfinissable que suscitait Henri Valmont, pourquoi cet homme s'intéressait-il tant à elle? Et pourquoi Suzanne, habituellement si mesurée, avait-elle réagi si violemment? Le pendentif en forme de haine semblait soudain peser lourd contre sa poitrine, comme un secret dont elle n'avait pas conscience. Dans son bureau à l'autre bout de la ville, Henri raccrochait avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Clara n'avait pas refusé catégoriquement, c'était déjà ça. Thomas Fauvel, son avocat et ami, l'observait en silence. « Tu joues un jeu dangereux. »« Henri, dit-il finalement, si cette fille est bien Noémie, et si Suzanne Dumas l'a effectivement soustraite à ta garde il y a 18 ans, nous parlons d'un crime grave. Je veux comprendre ce qui s'est passé avant d'impliquer la justice, » répondit Henri. « Clara s'est construite une vie. Je ne veux pas tout détruire d'un coup. Et Véronique, tu comptes lui en parler quand ?» Henri soupira profondément. « Pas tout de suite. Tu sais comment elle est, imprévisible. Et puis, elle n'a jamais vraiment cherché Noémie après les premiers mois. C'est comme si elle s'était résignée trop vite. » Thomas le fixa longuement, comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Quoi ?» demanda Henri, irrité par ce regard. « Rien, c'est juste que, parfois, les gens qui nous sont les plus proches sont ceux que nous connaissons le moins. » Henri n'eut pas le temps de répondre. La porte de son bureau s'ouvrit brusquement, et Véronique fit son entrée, pâle et visiblement agitée, malgré ses médicaments. « Il paraît que tu organises un gala, » lança-t-elle sans préambule, « et que je n'en suis même pas informée. » Henri jeta un regard noir à Thomas, qui haussa les épaules d'un air impuissant. « C'est une décision de dernière minute, » expliqua Henri avec un calme forcé, « pour promouvoir de jeunes artistes locaux. »« Des artistes ?» répéta Véronique sceptique. « Depuis quand t'intéresses-tu à l'art ? Depuis que j'ai découvert que ça pouvait être rentable ?» mentit Henri. Véronique l'observa un long moment, comme si elle tentait de lire en lui, puis, brusquement, elle se tourna vers Thomas. « Laissez-nous, » ordonna-t-elle. L'avocat s'éclipsa, non sans adresser à Henri un regard d'avertissement. Dès que la porte se referma, Véronique s'approcha du bureau, ses yeux soudain perçants malgré la brume des tranquillisants. « Tu me caches quelque chose, Henri. Je te connais. »« Tu ne me connais pas du tout, » répliqua-t-il froidement. « Tu ne m'as jamais connu. » Un éclair de douleur passa dans le regard de Véronique, vite remplacé par cette dureté qui la caractérisait désormais. « C'est encore pour elle, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Toujours pour elle. Même après toutes ces années, tu ne peux pas accepter qu'elle soit partie. »« Qu'elle soit partie ?» répéta Henri, déstabilisé par cette formulation étrange. « Elle n'est pas partie, Véronique. Elle a disparu. Notre fille a disparu. » Véronique eut un sourire étrange, presque dérangeant. « Bien sûr, » murmura-t-elle. « Disparu. C'est ce que nous disons tous. » Et avant qu'Henri ne puisse l'interroger davantage, elle tourna les talons et quitta le bureau, le laissant avec un sentiment de malaise grandissant. Le samedi du gala approchait, et Clara n'avait toujours pas pris sa décision. L'invitation officielle était arrivée à la boutique, comme promis, un carton épais à lettres dorées qui semblait peser 1 tonne dans sa main. Élise, la propriétaire, avait failli s'étouffer de surprise en la voyant. « Tu connais Henri Valmont ?» avait-elle demandé, incrédule. « C'est l'homme le plus influent de Lyon. On s'est rencontrés par hasard. » avait éludé Clara, à la maison. Elle avait soigneusement caché l'invitation, incapable de se résoudre à la jeter. Mais ne voulant pas non plus inquiéter Suzanne, sa grand-mère semblait déjà suffisamment anxieuse. Depuis la mention d'Henri Valmont, elle sursautait au moindre bruit, vérifiait constamment que la porte était bien verrouillée et passait de longs moments au téléphone, parlant à voix basse. Ce jeudi-là, en rentrant plus tôt que prévu, Clara la surprit en pleine conversation. « Je te dis qu'il sait », murmurait Suzanne avec agitation. « Il l'a reconnu, c'est certain. »« Non, je ne peux pas lui dire. »« Pas comme ça ? » ?»« Oui, j'ai les papiers, mais... » Sentant la présence de Clara, elle s'interrompit brusquement et raccrocha. « Avec qui parlais-tu » demanda Clara sans préambule. « Une vieille amie » répondit Suzanne, évitant son regard. « Tu rentres tôt aujourd'hui ?» Clara déposa son sac et s'assit face à sa grand-mère. « Il est temps que tu me dises la vérité, mamie. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cet homme te fait-il si peur ?» Suzanne se leva péniblement et alla préparer du thé, un geste familier qui semblait la rassurer. « Tu sais que je t'aime plus que tout, n'est-ce pas, ma chérie ?» dit-elle finalement, le dos toujours tourné. « Bien sûr que je le sais. Tout ce que j'ai fait,
Je l'ai fait pour te protéger. » Elle revint avec 2 tasses fumantes et s'assit lourdement. « J'ai travaillé pour les Valmont autrefois, » avoua-t-elle enfin, comme gouvernante. « Tu ne me l'avais jamais dit ?» remarqua Clara, surprise. Ce n'était pas une période dont j'aime me souvenir. Henri Valmont est un homme puissant, mais sa femme, Véronique, elle était instable, cruelle. Parfois, tu as été rêvé, Suzanne, ça, oui, j'ai vu des choses. Mais Suzanne, ce que je relatais, tu refuses d'en dire plus. Tu dois me promettre de ne pas t'approcher de ces gens sont dangereux. Clara observa sa grand-mère, cette femme qu'il avait élevée avec tant d'amour, mais qui maintenant lui semblait presque une étrangère, gardienne de secrets qu'elle refusait de partager. « Il m'a invitée à un gala », lâcha-t-elle finalement. « Samedi soir, pour exposer mes créations. » Suzanne pâlit visiblement. « Lis, tu n'iras pas », affirma-t-elle avec une fermeté inhabituelle. « Pourquoi ? C'est une chance incroyable pour moi, mamie, des collectionneurs, des galeries. »« Il ne s'intéresse pas à ton art, Clara », s'exclama Suzanne, sa voix montant dangereusement. « Tu ne comprends donc pas. Alors explique-moi », cria Clara à son tour. « Dis-moi pourquoi il me suit, pourquoi il connaît mon nom, pourquoi il te fait si peur. » Un silence pesant s'installa entre elles, rompu seulement par la respiration laborieuse de Suzanne. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle finalement. « Pas encore. » Clara se leva, furieuse et blessée. « J'irai à ce gala, mamie, avec ou sans ton approbation. Je suis une adulte maintenant. Je peux prendre mes propres décisions. » Et sans attendre de réponse, elle s'enferma dans sa chambre. Le cœur battant, pour la première fois de sa vie, elle venait de tenir tête à la femme qui l'avait élevée. Henri fixait l'écran de son ordinateur sans vraiment le voir. Laurent venait de lui envoyer un rapport détaillé sur les activités récentes de Suzanne Dumas, et ce qu'il y avait lu le troublait profondément. La vieille dame avait contacté un avocat spécialisé en droit de la famille, un certain maître Perrin. Elle avait également effectué plusieurs retraits d'argent et semblait préparée. Quoi ? Une fuite ? Son téléphone vibra. Un message de Clara. « Monsieur Valmont, j'accepte votre invitation pour samedi. Pourriez-vous m'indiquer les modalités pratiques ? C'est Dumas ?» Un sourire éclaira son visage fatigué. Elle viendrait. Il aurait l'occasion de lui parler, de la connaître un peu mieux, peut-être même de gagner sa confiance. Il répondit aussitôt, lui proposant qu'une voiture vienne la chercher, détaillant l'organisation de la soirée, puis il appela l'agence événementielle qui gérait le gala pour s'assurer qu'un espace serait réservé aux créations de Clara, dans un endroit bien visible. Son secrétaire frappa discrètement à la porte. « Monsieur, Madame Valmont souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Henri soupira. Véronique avait été particulièrement agitée ces derniers jours, alternant entre accusations paranoïaques et crises de larmes. Il espérait qu'elle se tiendrait correctement samedi soir. « Faites-la entrer. » Véronique apparut, étonnamment sobre et composée. Elle portait un tailleur sombre qui accentuait sa minceur, et ses cheveux étaient impeccablement coiffés. « J'ai besoin d'argent, » annonça-t-elle sans préambule. « Combien ?» demanda Henri, habitué à ces demandes. « 50 000 €. Henri leva les yeux de son écran, surpris par le montant. « Pourquoi faire ? Est-ce que je te demande à quoi tu dépenses ton argent ?» répliqua-t-elle sèchement. « C'est aussi ton argent, Véronique, mais ce montant... J'ai des dettes de jeu, » coupa-t-elle. « Voilà, tu es content. Ta femme dépressive joue. Un moyen comme un autre de ne pas penser à notre fille morte. » Henri tressaillit. Véronique ne parlait presque jamais de Noémie, et certainement pas en ces termes brutaux. « Ne parle pas d'elle comme ça, » dit-il doucement. « Comment devrais-je en parler ? Comme si elle allait revenir, comme si un miracle allait nous la rendre après 18 ans. » Elle s'approcha du bureau, ses yeux soudain brillants d'une lucidité inhabituelle. « Tu ne l'as jamais accepté, Henri, sa mort, sa disparition, peu importe le mot. Tu t'accroches à des fantômes, tu poursuis des chimères, et pendant ce temps, moi, je... » Sa voix se brisa, et pour la première fois depuis des années, Henri vit autre chose que de la colère ou de l'apathie sur le visage de sa femme. Il vit une douleur authentique, profonde. « Je vais te faire un virement, » dit-il finalement. « Merci, » murmura Véronique en se détournant, comme honteuse de ce moment de vulnérabilité. « Pour le gala, je serai présente. » « Serai... Bien sûr,
répéta mécaniquement Henri, lorsqu'elle fut partie. Il resta immobile un long moment. Quelque chose dans l'attitude de Véronique l'avait troublé. Ce n'était pas tant ses paroles. Elle avait toujours été dure, même avant la disparition de Noémie, mais plutôt cette étrange résignation. Comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait, il repensa aux mots qu'elle avait employés quelques jours plus tôt. Elle n'est pas partie, elle a disparu. Comme si la nuance était importante, comme si la disparition de leur fille n'était pas ce qu'il avait toujours cru. Une idée terrible commençait à germer dans son esprit. Une idée qu'il avait toujours refusé d'envisager. Et si Véronique savait ce qui était arrivé à Noémie, si elle avait toujours su, il composa le numéro de Laurent. « J'ai besoin que tu vérifies quelque chose », dit-il sans préambule. Les relevés bancaires de Véronique en 2008, juste après la disparition de Noémie. Et vois s'il y a eu des transferts vers Suzanne Dumas. Tu penses que ta femme aurait... Je ne sais pas ce que je pense, coupa Henri. Je veux juste être sûr. Après avoir raccroché, il se leva et s'approcha de la fenêtre. Au loin, les toits de Lyon s'étendaient sous le soleil déclinant. Paisibles et indifférents au drame qui se jouait, le gala de samedi serait peut-être le début d'une réconciliation avec sa fille perdue, ou le déclencheur d'une vérité qu'il n'était pas certain de vouloir connaître. Clara avait passé la journée à préparer ses plus belles pièces pour le gala. Chaque bijou avait été soigneusement nettoyé, chaque pierre polie, chaque monture vérifiée. Elle avait même créé quelques nouvelles pièces, inspirée par cette étrange énergie qui l'habitait depuis sa dispute avec Suzanne. Sa grand-mère n'avait presque pas quitté sa chambre depuis, sortant uniquement pour des appels téléphoniques mystérieux qu'elle passait sur le palier. Cette distance inhabituelle entre elles pesait à Clara, mais elle restait déterminée. Ce gars-là pourrait changer sa vie professionnelle, et elle ne laisserait pas les secrets de Suzanne l'en priver. La sonnette de l'appartement retentit, la faisant sursauter. Qui pouvait bien venir à cette heure? Elle ouvrit prudemment pour découvrir un jeune homme en costume portant une grande boîte plate. « Mademoiselle Clara Dumas ?» demanda-t-il poliment. « Oui, c'est moi. Livraison de la part de Monsieur Valmont. » Il lui tendit la boîte et repartit avant même qu'elle ait pu le remercier, intriguée. Clara referma la porte et ouvrit le paquet. À l'intérieur, soigneusement emballée dans du papier de soie, se trouvait une robe de soirée d'un bleu profond, accompagnée d'une petite carte. Pour que vos créations soient portées par une artiste digne de ce nom, HV. Le geste était à la fois attentionné et terriblement présomptueux. Comment connaissait-il sa taille et de quel droit lui envoyait-il des vêtements? Pourtant, en dépliant la robe et en la tenant contre elle devant le miroir, Clara ne put s'empêcher d'être émerveillée. Le tissu, d'une élégance rare, semblait avoir été choisi spécialement pour mettre en valeur ses yeux et sa peau claire. Qui était-ce? La voix de Suzanne la fit se retourner brusquement. Sa grand-mère se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage tiré par l'inquiétude. « Une livraison », répondit Clara, incapable de mentir. Pour le gala de samedi, Suzanne s'approcha lentement, ses yeux fixés sur la robe comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Tu y vas vraiment, alors ?» murmura-t-elle. « Oui, mamie, c'est important pour moi. » Suzanne tendit une main tremblante et toucha le tissu soyeux. « Bleu », dit-elle doucement, comme la robe qu'elle portait ce jour-là. « Qui... de quoi parles-tu » Mais Suzanne secoua la tête comme sortant d'un rêve. « Rien. Ma chérie, juste les divagations d'une vieille femme. » Elle se détourna, puis s'arrêta sur le seuil. « Clara, si tu y vas, fais attention. Observe bien, écoute bien. Et si tu sens le moindre danger, pars immédiatement. Promets-le-moi. »« Je te le promets, » répondit Clara, troublée par la gravité de sa grand-mère. Restée seule, elle contempla longuement la robe bleue. Un pressentiment étrange l'envahit, comme si, en l'acceptant, elle franchissait une frontière invisible entre son passé et un avenir incertain. Mais n'était-ce pas ce qu'elle avait toujours voulu? Connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Le grand hôtel-Dieu, ancien hôpital transformé en complexe de luxe, étincelait sous les illuminations spécialement installées pour le gala. Clara contemplait la façade majestueuse depuis la voiture qu'Henri avait envoyée, une berline noire aux vitres teintées, conduite par un chauffeur silencieux qui s'était présenté comme Bertrand. Sa robe bleue épousait parfaitement ses formes, comme si elle avait été cousue sur elle. Elle avait coiffé ses cheveux en un chignon lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage, autour de son cou,
Son précieux pendentif en forme de N brillait sous la lumière des réverbères. « Nous sommes arrivés. »« Mademoiselle » annonça Bertrand en ouvrant sa portière. Clara prit une profonde inspiration avant de sortir. Serrant contre elle la mallette contenant ses créations. Les derniers mots de Suzanne résonnèrent dans sa tête. « Observe, écoute, et pars au moindre danger. » Le hall d'entrée grouillait déjà de monde. Des hommes en smoking, des femmes en robe de soirée, des serveurs circulant avec des plateaux de champagne. Clara se sentit soudain terriblement déplacée, malgré sa belle robe. Mademoiselle Dumas, la voix d'Henri Valmont la fit se retourner. Il s'avançait vers elle, élégant dans son smoking noir, un sourire chaleureux éclairant son visage habituellement austère. « Vous êtes venu » dit-il en lui prenant doucement la main. « J'en suis ravie. Merci pour la robe » répondit Clara, mal à l'aise. C'était inattendu. Une intuition, dit-il simplement. Le bleu vous va à merveille. Il y avait quelque chose dans sa façon de la regarder qui déstabilisait Clara. Une intensité presque douloureuse. Comme s'il cherchait à graver chaque détail de son visage dans sa mémoire. « Venez » poursuivit-il en lui offrant son bras. « Votre espace d'exposition est prêt. » Il la guida à travers la foule vers un coin élégamment aménagé où plusieurs présentoirs attendèrent ses créations. Clara déposa sa mallette et commença à en sortir ses bijoux, les disposant avec soin sous les éclairages savamment orientés. « C'est parfait » murmura-t-elle, impressionnée par la mise en scène. « Je vais vous présenter quelques personnes qui pourraient être intéressées par votre travail » proposa Henri, « des collectionneurs, des galeristes, si vous le souhaitez. » Bien sûr, Clara acquiesça, partagée entre excitation professionnelle et méfiance persistante. Pourquoi cet homme, ce magnate des affaires, s'investissait-il tant pour elle? Quel était son véritable motif? La soirée s'écoula comme dans un rêve. Henri la présentait à des personnalités influentes, vantait son talent avec une fierté presque paternelle. Plusieurs personnes se montrèrent intéressées par ses créations, et elle vendit même quelques pièces à des prix qui lui donnèrent le vertige. « Tu es la révélation de la soirée », chuchota Élise Garnier, la propriétaire de la boutique, venue spécialement. « Comment as-tu réussi à te faire remarquer par Henri Valmont ? Je ne sais pas trop, » avoua sincèrement Clara. « C'est lui qui est venu vers moi. Eh bien, c'est ta chance, profites-en. » Mais au milieu de cette euphorie, Clara remarqua qu'Henri jetait régulièrement des regards inquiets vers l'entrée de la salle, comme s'il attendait, ou redoutait, l'arrivée de quelqu'un. Sa réponse vint environ 1 heure plus tard, quand un murmure parcourut l'assemblée. Une femme élégante, d'une 50aine d'années bien conservée, venait de faire son entrée, belle, mais glaciale. Elle avançait avec une assurance aristocratique, saluant les invités d'un signe de tête distant. « Qui est-ce » demanda Clara à Élise. « Véronique Valmont, la femme d'Henri. Elle se montre rarement en public ces dernières années. On raconte qu'elle souffre de problèmes nerveux. » Henri se dirigea rapidement vers sa femme, lui murmurant quelques mots à l'oreille. Clara les observait discrètement, fascinée par la tension palpable entre eux. Ils ne se touchaient pas, gardant une distance physique qui en disait long sur leur relation. Soudain, comme si elle avait senti son regard, Véronique Valmont tourna la tête dans sa direction. Leurs yeux se croisèrent à travers la salle bondée. Le temps sembla s'arrêter. Véronique pâlit visiblement, ses yeux s'écarquillant comme si elle voyait un fantôme. Ses lèvres formèrent silencieusement un mot que Clara ne put déchiffrer. Puis, brusquement, elle se détourna et se dirigea d'un pas raide vers le bar, ignorant les salutations des invités sur son passage. « Elle n'a pas l'air commode », commenta Élise, qui n'avait rien remarqué d'inhabituel. Mais Clara avait vu quelque chose dans ce regard, une reconnaissance, une peur, peut-être même de la culpabilité. Un malaise grandissant l'envahit, amplifié par les avertissements de Suzanne. Henri revint vers elle quelques minutes plus tard, visiblement tendu malgré son sourire de façade. « Tout va bien ?» demanda-t-il, étudiant son visage avec attention. « Oui » mentit Clara. « Votre femme vient d'arriver, n'est-ce pas ?» Une ombre passa sur le visage d'Henri. « Véronique ?»« Oui, elle ne reste généralement pas longtemps dans ce genre d'événement. » Il semblait vouloir ajouter quelque chose, mais se ravisa. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » dit-il finalement, « si vous pouvez vous absenter quelques minutes de votre stand. » Intriguée, Clara le suivit à travers la foule, jusqu'à une petite salle adjacente, plus calme.
Les murs étaient ornés de photos en noir et blanc. L'histoire du bâtiment, de sa construction au XVIIe siècle à sa récente rénovation, c'était un hôpital autrefois, expliqua Henri, le plus ancien de Lyon. Des milliers de vies ont commencé ici, et s'y sont terminées aussi. Il s'arrêta devant une photo en particulier, montrant un rassemblement de personnes bien habillées. « Ah, c'était il y a 20 ans, poursuivit-il. L'inauguration de la Fondation Valmont pour les enfants disparus. » Clara examina la photo. Au centre, un Henri plus jeune, tenant dans ses bras une petite fille blonde aux boucles soyeuses. À ses côtés, Véronique, rayonnante, souriait à l'objectif. « Votre fille ?» demanda Clara doucement, touchée par l'image de cette famille heureuse. « Noémie » murmura Henri, et sa voix tremblait légèrement. « Elle a disparu 1 an après cette photo. Elle avait 3 ans. » Clara sentit son cœur se serrer. « Je suis désolée. Je ne savais pas. Comment l'auriez-vous su? Vous n'étiez qu'une enfant vous-même à l'époque. » Henri sortit son portefeuille et en extraya une petite photo qu'il lui tendit. Une Noémie souriante y tenait fièrement un petit pendentif en forme de N. « Je lui avais offert ce collier la veille de sa disparition, » expliqua-t-il. Son jumeau l'attendait pour ses 16 ans. Clara porta instinctivement la main à son propre pendentif. Et un frisson glacé parcourut son échine. La ressemblance était frappante. Non, c'était plus que ça. Les 2 bijoux étaient identiques. « Monsieur Valmont, » dit-elle, la gorge nouée. « Ce collier... » Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. La porte s'ouvrit brusquement, et Véronique apparut, le visage livide malgré son maquillage soigné. « Que fais-tu ici, Henri ?» demanda-t-elle d'une voix étrangement calme. « On te cherche partout. » Son regard se posa sur Clara, puis sur le pendentif qu'elle portait au cou, quelque chose dans ses yeux. Une panique ancienne, primitive, figea Clara sur place. « Madame Valmont » commença-t-elle poliment. Mais Véronique l'interrompit d'un geste sec. « Henri, des journalistes sont arrivés. Ta présence est requise. »« J'arrive dans un instant, » répondit-il sans la regarder. Véronique hésita, comme déchirée entre partir et rester. Puis, avec un dernier regard à Clara, un regard chargé d'émotions contradictoires, elle tourna les talons et sortit. Laissant la porte claquer derrière elle, un silence pesant s'installa. Clara sentait qu'elle se trouvait au bord d'un précipice, que la moindre parole pourrait déclencher une avalanche de révélations qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. « Ce collier, » reprit finalement Henri, fixant le pendentif qui brillait contre la peau de Clara, « vous m'avez dit qu'il appartenait à votre mère. C'est ce que ma grand-mère m'a toujours dit, » répondit-elle, la bouche sèche. « Je l'ai depuis aussi longtemps que je me souvienne. » Henri ferma brièvement les yeux, comme assailli par une douleur trop forte. « Clara, » dit-il doucement, « je crois que nous devons parler. Pas ici, pas maintenant. » Mais un fracas soudain dans la salle principale les interrompit. Des cris, des exclamations surprises. Ils se précipitèrent vers la source du bruit, au milieu de la salle. Véronique Valmont se tenait debout, chancelante, un verre brisé à ses pieds. Son regard fou passait de Clara à Henri, puis à nouveau à Clara. « Tu ne pouvais pas la laisser où elle était, n'est-ce pas ?» cria-t-elle, sa voix résonnant dans le silence soudain. « Il fallait que tu la retrouves, que tu détruises tout ce que j'ai fait. » Les invités s'écartèrent, formant un cercle autour d'elle. Henri s'avança prudemment. « Ah, Véronique, calme-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. »« Aussi, je le sais parfaitement, » hurla-t-elle, ses yeux injectés de sang fixés sur Clara. « Regarde-la, regarde-la, elle lui ressemble tellement, comme si le temps n'avait pas passé. » Clara resta pétrifiée, incapable de comprendre ce qui se passait. Cette femme semblait la haïr sans même la connaître. Ou alors, je pensais qu'elle était morte, poursuivit Véronique, sa voix se brisant. Cette femme m'avait promis qu'elle ne reviendrait jamais. Quelle femme ? Demanda Henri, s'approchant encore. De quoi parles-tu, Véronique ? Un éclair de lucidité traversa le regard de Véronique. Elle réalisa soudain ce qu'elle venait de dire. Devant des dizaines de témoins, son visage se décomposa, passant de la fureur à l'horreur pure. Je ne me sens pas bien, balbutia-t-elle, cherchant une échappatoire. Mais il était trop tard. Henri lui saisit fermement le bras. « Qu'as-tu fait à notre fille ?» demanda-t-il d'une voix si basse que seuls les plus proches pouvaient l'entendre. Clara fit un pas en arrière, le souffle coupé. « Notre fille !» Les mots résonnaient dans sa tête comme un glas. Soudain,
Véronique se dégagea violemment et se précipita vers la sortie, bousculant les invités sur son passage. Henri hésita un instant, déchiré entre la suivre et rester auprès de Clara. « Je dois l'arrêter », dit-il finalement. « Restez ici, je vous en prie, je reviens tout de suite. » Et il s'élança à la poursuite de sa femme, laissant Clara au milieu de la foule bourdonnante de murmures et de spéculations. Le pendentif en forme de N semblait soudain peser une tonne autour de son cou. Clara resta immobile, incapable de bouger, tandis que la foule autour d'elle bourdonnait d'excitation. Les mots de Véronique résonnaient encore dans la salle. Cette femme m'avait promis qu'elle ne reviendrait jamais. Elle sentit une main se poser doucement sur son épaule. Élise, la propriétaire de la boutique, la regardait avec inquiétude. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Veux-tu t'asseoir un moment ?» Clara secoua la tête, incapable de parler. Le pendentif contre sa peau semblait soudain brûlant. Ce collier, celui de la petite Noémie Valmont, comment était-ce possible? Mademoiselle Dumas, un homme d'une 60aine d'années, s'approcha d'elle. Grand, les cheveux grisonnants, il dégageait une autorité tranquille. « Je suis Laurent Mercier, un ami d'Henri. Il m'a demandé de veiller sur vous pendant qu'il s'occupe de la situation. »« Qui suis-je » demanda Clara abruptement. Laurent la fixa longuement, évaluant visiblement ce qu'il pouvait ou devait lui dire. « Je pense qu'il vaudrait mieux attendre Henri pour cette conversation, » finit-il par répondre. « Venez, sortons d'ici. » Il l'escorta à travers la foule, ignorant les regards curieux et les chuchotements sur leur passage. Dans le hall, il lui tendit son manteau. « Ma voiture est dehors. Je vous ramène chez vous. »« Je ne veux pas rentrer chez moi, » répliqua Clara, retrouvant soudain sa voix. « Je veux des réponses. » Elle vit l'hésitation dans les yeux de Laurent, puis sa résignation. « Très bien. Allons quelque part où nous pourrons parler tranquillement. » Ils quittèrent le Grand Hôtel Dieu pour un petit café discret à quelques rues de là. L'endroit était presque désert à cette heure tardive. Ils s'installèrent dans un coin reculé, et Laurent commanda 2 cafés. « Qui êtes-vous exactement ?» demanda Clara une fois qu'ils furent seuls. « Un ancien commissaire de police. Je suis à la retraite maintenant, mais je travaille parfois comme détective privé. Henri est un vieil ami. Vous avez enquêté sur moi, n'est-ce pas ?» Laurent hocha lentement la tête. « Oui, depuis qu'Henri vous a vu sur cette place, avec ce pendentif, il désigna le bijou qu'elle portait toujours. « C'est celui de Noémie Valmont, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Il semblerait, oui, le jumeau de celui qu'Henri conserve depuis 18 ans. » Clara serra ses mains autour de sa tasse de café pour les empêcher de trembler. Et maintenant sa femme, ces choses qu'elle a dites, Véronique a toujours été instable, expliqua doucement Laurent, après la disparition de Noémie. Elle a sombré dans une dépression profonde, puis dans la paranoïa, ce qu'elle a dit ce soir. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Ce qu'elle a dit pourrait n'être que le délire d'une femme malade, ou la vérité, acheva Clara. Vous pensez que je pourrais être? Les mots refusaient de franchir ses lèvres. C'était trop énorme, trop absurde. Et pourtant, quelque chose en elle, une intuition profonde, presque viscérale, lui soufflait que c'était possible. Nous n'avons pas de certitude, précisa Laurent. Mais les coïncidences sont troublantes. Votre âge, la cicatrice sur votre joue, identique à celle de Noémie, ce collier, et le fait que vous ayez été élevé par l'ancienne gouvernante des Valmont, qui a mystérieusement quitté son poste juste après la disparition de la petite. Clara porta sa main à sa joue, là où courait la fine cicatrice qu'elle avait toujours eue. Suzanne lui avait dit qu'elle était tombée quand elle était toute petite, avant même de venir vivre avec elle. Ma grand-mère, Suzanne, elle m'aurait menti toute ma vie. Laurent soupira profondément. J'ai découvert que Suzanne Dumas a travaillé chez les Valmont de 2006 à 2008. Elle est partie 1 semaine après la disparition de Noémie, et quelques mois plus tard, elle déclarait officiellement prendre la tutelle d'une petite fille trouvée errante, prétendument amnésique. Clara sentit le monde vaciller autour d'elle. C'était impossible. Suzanne l'aimait, l'avait toujours aimée, elle l'avait élevée seule, lui avait tout donné malgré leurs modestes moyens. « Non », murmura-t-elle. « Non, il doit y avoir une explication. » Son téléphone vibra soudain dans son sac. Un message de Suzanne. « Où es-tu ? Je suis inquiète. » Clara fixa l'écran, les yeux embués de larmes. Devait-elle répondre?
Que pouvait-elle dire à cette femme qui avait peut-être détruit sa vie tout en prétendant la protéger? Henri va vouloir faire un test ADN, reprit doucement Laurent, pour savoir avec certitude. Clara hocha lentement la tête. Oui, un test ADN. La science, les faits, quelque chose de concret à quoi se raccrocher dans ce tourbillon de révélations. La porte du café s'ouvrit brusquement, et Henri Valmont apparut. Le visage défait, il scruta la salle et, les apercevant, se dirigea droit vers leur table. « Véronique a disparu », annonça-t-il sans préambule. « Elle a quitté l'hôtel avant que je puisse la rattraper. J'ai prévenu la police, mais... » Il s'interrompit, semblant soudain réaliser l'incongruité de la situation. Lui, Henri Valmont, assis dans un café modeste face à cette jeune femme qui portait le collier de sa fille disparue. « Je suis désolé, » dit-il finalement en s'asseyant. « Pour tout ça, pour ce que Véronique a dit, pour ce qu'elle a peut-être fait. Vous pensez vraiment que je suis ?» commença Clara, incapable de terminer sa phrase. « Je ne sais pas, » répondit-il avec une franchise désarmante, « mais je le souhaite de toute mon âme. » Le silence s'installa entre eux, lourd de non-dits et de questions sans réponse. Clara fixa intensément cet homme, cet étranger qui était peut-être son père biologique. Elle cherchait dans ses traits une ressemblance, un écho familier, mais ne trouvait que la douleur d'une perte jamais guérie. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle finalement. Ce jour-là, quand Noémie a disparu, Henri prit une profonde inspiration, comme si chaque mot lui coûtait. C'était un dimanche de juin. Véronique avait emmené Noémie au parc de la Tête d'Or pendant que je travaillais. Elle est revenue seule, hystérique, disant que la petite avait disparu pendant qu'elle achetait une glace. Nous avons tout fouillé. La police a été mobilisée, des battues organisées. Rien, comme si la terre l'avait avalée. Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Laurent posa une main sur son épaule en signe de soutien. « Et maintenant ?» poursuivit Henri en se reprenant. « Véronique parle d'une femme qui lui aurait promis que Noémie ne reviendrait jamais, comme si elle avait arrangé cette disparition. » acheva Clara dans un souffle. Le téléphone de Laurent sonna, brisant la tension. Il s'excusa et s'éloigna pour répondre, laissant Clara et Henri face à face. « J'aimerais voir une photo, » dit soudain Clara. « Une photo de Noémie, plus nette que celle que vous m'avez montrée. » Henri sortit son portefeuille et en tira délicatement une petite photo protégée par une pochette plastique. Une petite fille aux boucles blondes souriait de toutes ses dents, assise sur une balançoire, sur sa joue gauche, une fine cicatrice, identique à celle que Clara portait. Ses mains tremblèrent en prenant la photo. Un vertige la saisit, accompagné d'un flash, une image fugace, presque un souvenir. Une balançoire, le vent dans ses cheveux, une voix qui l'appelait « Clara », s'inquiéta Henri en voyant son trouble. « Je ne sais pas », balbutia-t-elle. « C'est comme si je me souvenais. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? J'étais trop petite. » Laurent revint vers eux, le visage grave. « C'était la police », annonça-t-il. Ils ont retrouvé la voiture de Véronique abandonnée, près du pont de la Guillotière. Pas de trace d'elle. Henri se leva brusquement. « Je dois y aller. Je viens avec vous », décida Clara, surprise par sa propre audace. Henri la regarda longuement, puis hocha la tête. « Il faudrait aussi prévenir votre grand-mère », suggéra-t-il doucement. « Elle doit s'inquiéter. » Clara sentit son cœur se serrer. Suzanne, que penserait-elle en voyant Clara partir avec Henri Valmont, l'homme dont elle l'avait toujours éloignée? « Je vais l'appeler », murmura-t-elle. Mais lorsqu'elle sortit son téléphone, elle vit qu'elle avait reçu un nouveau message de Suzanne, envoyé quelques minutes plus tôt. « Clara, je dois te dire la vérité. Retrouve-moi à la maison. Viens seule. Je t'en supplie. » Clara fixa l'écran, partagée entre colère, confusion et une peur sourde. Quelle vérité? Celle qu'elle commençait à entrevoir. Ou autre chose encore? « Tout va bien », demanda Henri, remarquant son trouble. Clara hésita, puis lui montra le message. « J'ai besoin de la voir », dit-elle fermement, de l'entendre de sa bouche. Henri et Laurent échangèrent un regard lourd de sens. « Vous ne devriez pas y aller seul », intervint Laurent. « Si Suzanne est impliquée dans l'enlèvement de Noémie, c'est ma grand-mère, » coupa Clara. « Quoi qu'elle ait fait, elle m'a élevée, aimée. Je dois l'entendre. » Elle se leva, décidée. «
Mais j'accepte que vous m'accompagniez. Jusqu'à l'immeuble. Pas plus loin. C'est entre elle et moi. » Henri acquiesça lentement. « D'accord. Mais soyez prudente, Clara. Si Véronique est capable d'avoir fait ce que nous soupçonnons, qui sait ce que Suzanne pourrait faire pour garder son secret ?» Clara enfila son manteau, le cœur battant. Quelque part dans la nuit lyonnaise, 2 femmes détenaient les clés de son identité. L'une qu'il avait peut-être donnée, l'autre qu'il avait peut-être volée, et elle était déterminée à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. La nuit avait enveloppé Lyon d'un manteau de brume légère lorsque la voiture d'Henri se gara à quelques mètres de l'immeuble de Suzanne. Clara observa les fenêtres du 4e étage. Une lumière jaune y brillait doucement. Signe que sa grand-mère l'attendait. « Vous êtes sûre de vouloir y aller seule ?» demanda Henri, le visage tendu par l'inquiétude. « Oui », répondit Clara, avec une assurance qu'elle était loin de ressentir. « C'est la femme qui m'a élevée. Quoi qu'elle ait fait, je lui dois au moins d'entendre sa version. »« Nous restons ici, » insista Laurent. « Au moindre problème, appelez-nous immédiatement. » Clara hocha la tête et sortit de la voiture. Sa robe bleue, sous son manteau entrouvert, semblait luire dans l'obscurité. Elle avança vers l'immeuble, chaque pas la rapprochant d'une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle la désirait. Dans l'ascenseur, elle observa son reflet dans le miroir mural. Qui était-elle vraiment? Clara Dumas ou Noémie Valmont? Une artisane modeste ou l'héritière d'une fortune? La petite fille d'une femme simple ou la fille d'un magnate de l'industrie? La porte de l'appartement n'était pas verrouillée. Elle entra doucement, appelant sa grand-mère d'une voix hésitante. « Mamie ?» Suzanne était assise dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre. Elle paraissait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. À côté d'elle, sur la table basse, se trouvait une boîte en métal usée par le temps. « Tu es venue, murmura-t-elle avec un soulagement évident. « J'ai cru qu'il t'avait déjà prise. »« Henri Valmont ?» demanda Clara en restant debout, incapable de s'approcher encore. « Il ne m'a rien pris, mamie. Mais il m'a montré des choses, des photos, de Noémie, » compléta Suzanne d'une voix éteinte. Sa petite fille disparut, le monde vacilla sous les pieds de Clara. Entendre Suzanne prononcer ce nom, c'était la confirmation de ce qu'elle redoutait. « C'est vrai, alors ?» murmura-t-elle. « Je suis elle. » Suzanne ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. « Viens t'asseoir. »« Ma petite, cette histoire, je dois te la raconter depuis le début, comme dans un rêve. » Clara obéit, s'installant sur le canapé face à sa grand-mère. Le pendentif en forme de haine semblait pulser contre sa poitrine. « J'ai été engagée chez les Valmont en 2006, » commença Suzanne. « Un poste bien payé, dans une maison magnifique. Mais très vite, j'ai compris que derrière les apparences, cette famille se délitait. Henri travaillait sans cesse, absent la plupart du temps. Et Véronique... » Suzanne secoua la tête, comme poursuivie par un souvenir douloureux. Véronique était malade, Clara, pas seulement dépressive, comme tout le monde le croyait, mais profondément perturbée. Elle alternait entre périodes d'affection excessive envers Noémie et moments de froide indifférence, et puis, il y avait ces crises de jalousie. Elle était persuadée qu'Henri la trompait, qu'il aimait plus sa fille qu'elle. « Vous vous occupiez de Noémie ?» demanda Clara. La gorge serrée. « Oui, je l'adorais, cette petite, si vive, si intelligente. Elle me faisait penser à la fille que j'avais perdue des années plus tôt. » Suzanne caressa la boîte en métal du bout des doigts. Ce dimanche-là, en juin 2008, Véronique m'a demandé de prendre mon jour de congé, alors que normalement je m'occupais de Noémie le week-end. Elle voulait emmener la petite au parc, seule. J'ai trouvé ça étrange. Elle évitait généralement de s'occuper de sa fille, mais je n'ai pas posé de questions. Une larme roula sur la joue ridée de Suzanne. Le soir même, j'ai appris par les informations que la petite Noémie Valmont avait disparu. Enlevée, disait-on. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Véronique n'avait pas l'air assez, effondrée, désemparée. Oui, paniquée, certainement, mais pas comme une mère qui vient de perdre son enfant. Clara écoutait, immobile, chaque mot s'enfonçant en elle comme une lame. Quelques jours plus tard, alors que les recherches se poursuivaient, j'ai surpris une conversation téléphonique de Véronique. Elle parlait à quelqu'un, disant que tout s'était passé comme prévu, mais qu'elle ne pouvait plus la garder chez elle, comme initialement convenu, qu'il fallait s'en débarrasser autrement.
Suzanne ouvrit la boîte en métal et en sortit un petit carnet usé. J'ai commencé à noter tout ce que j'entendais, tout ce qui me paraissait suspect, et puis, une nuit, j'ai vu Véronique sortir discrètement, je l'ai suivie, elle s'est rendue dans un quartier populaire, a rencontré une femme, et cette femme t'accompagnait. Moi, souffla Clara, tu étais dans un état second. Comme droguée, tu portais une robe bleue déchirée, celle que tu avais le jour de ta disparition. La femme disait qu'elle ne pouvait plus te garder, que tu posais trop de risques, que tu commençais à demander ta maman. Véronique était furieuse. Elle a donné de l'argent à cette femme, lui a dit de s'en débarrasser définitivement. Clara porta la main à sa bouche, horrifiée. La femme t'a emmenée. Je les ai suivis jusqu'à une ruelle sombre, près des quais. J'ai entendu une dispute, puis des pas précipités. Quand je suis arrivée, la femme était partie, et toi, tu étais là, seule, hébétée, assise par terre dans cette ruelle obscure. Suzanne sortit un mouchoir de sa poche et essuya ses larmes. Je t'ai emmenée chez moi cette nuit-là. Tu ne parlais pas, tu ne semblais reconnaître personne, pas même ton nom. Le médecin que j'ai consulté a parlé de traumatisme, d'amnésie infantile. Il m'a conseillé d'attendre, de ne pas te brusquer avec des souvenirs peut-être trop douloureux. Mais vous saviez qui j'étais, insista Clara. Pourquoi ne pas avoir contacté la police? Pourquoi ne pas avoir prévenu Henri Valmont? J'ai voulu le faire au début, mais j'avais peur, Clara. Peur que Véronique ne tente à nouveau de te faire du mal. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'elle avait dû payer des gens haut placés pour étouffer l'affaire. La police abandonnait progressivement les recherches, les médias perdaient intérêt, et toi, tu commençais à t'attacher à moi, à guérir. Suzanne ouvrit son carnet à une page où était collée une coupure de journal. On y voyait la photo d'Henri Valmont, dévasté, tenant une conférence de presse pour implorer le retour de sa fille. J'ai cru qu'il était complice, admit Suzanne, que ce couple richissime avait peut-être vendu leur enfant. Ou pire, c'est seulement des années plus tard, en recoupant certaines informations, que j'ai compris qu'Henri ignorait tout. Alors pourquoi ne pas lui avoir dit la vérité à ce moment-là ? Demanda Clara, sa voix montant sous l'effet de la colère et de la confusion. Parce que tu étais Clara désormais, s'exclama Suzanne avec une soudaine énergie. Tu avais une nouvelle vie, tu étais heureuse. Comment pouvais-je bouleverser tout cela, te renvoyer dans cette famille brisée, avec cette femme instable? Clara se leva brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. « Vous avez décidé à ma place !» cria-t-elle. « Vous m'avez privée de mon père, de ma vraie identité. Je t'ai sauvée !» répliqua Suzanne, ses mains tremblantes agrippant les accoudoirs du fauteuil. « Cette femme voulait te tuer. Clara, ta propre mère voulait te faire disparaître. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Clara fixait cette femme qu'elle avait toujours appelée « mamie », partagée entre gratitude et sentiment de trahison. « Et maintenant ?» demanda-t-elle finalement d'une voix plus calme. « Qu'est-ce qui va se passer ?» Suzanne soupira profondément et tendit la main vers la boîte en métal. « Dans cette boîte, il y a tout ce que j'ai gardé, ton certificat de naissance original, que j'ai réussi à obtenir, des photos des Valmont que j'avais prises pendant mon service. Et surtout, elle sortit une enveloppe jaunie, une lettre que j'ai écrite il y a des années, où je confesse tout. Je l'ai mise à jour régulièrement, au cas où il m'arriverait quelque chose, pour que tu saches la vérité un jour. » Clara prit l'enveloppe, les mains tremblantes. « Véronique a disparu ce soir, » annonça-t-elle doucement. « Après m'avoir vue au gala, elle a dit des choses étranges devant tout le monde. Comme si elle me reconnaissait. » Suzanne pâlit visiblement. « Il faut partir, » dit-elle en tentant de se lever. « Tout de suite. Elle est dangereuse, Clara. Si elle comprend que tu sais... » Mais Clara ne bougea pas. « Henri est dehors, » dit-elle calmement. « Il m'a accompagnée jusqu'ici. » Suzanne retomba dans son fauteuil, le visage défait. « Alors c'est fini, » murmura-t-elle. « Je vais aller en prison, n'est-ce pas, pour enlèvement d'enfants. » Clara s'approcha et s'agenouilla devant sa grand-mère, prenant ses mains ridées dans les siennes. « Je ne sais pas ce qui va se passer, » dit-elle doucement. « Mais je sais une chose. Vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez aimée quand ma propre mère voulait me faire disparaître. Quoi qu'il arrive maintenant, je n'oublierai jamais ça. » Des larmes roulèrent sur les joues de Suzanne. « Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde, ma petite. Que tu t'appelles Clara ou Noémie, peu importe. » Un bruit à la porte les fit sursauter. Quelqu'un frappait,
Doucement mais fermement, Henri, probablement, inquiet de l'absence prolongée de Clara, « Je dois lui ouvrir », dit Clara en se levant. « Il mérite de connaître la vérité. Lui aussi. » Suzanne acquiesça faiblement. « Dis-lui que je suis prête à assumer les conséquences de mes actes. » Clara se dirigea vers la porte, le cœur battant. Dans quelques instants, elle serait face à l'homme qui était probablement son père biologique, un homme qui l'avait cherché pendant 18 ans sans jamais perdre espoir. Elle posa la main sur la poignée et prit une profonde inspiration. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne l'actionne. Ce n'était pas Henri Valmont qui se tenait sur le seuil. C'était Véronique, les cheveux en désordre, le regard fiévreux, un objet métallique brillant dans sa main droite. « Bonjour Noémie », dit-elle d'une voix étrangement calme. « Tu m'as tellement manqué. » Clara recula instinctivement, percutant la petite table du hall. Véronique Valmont se tenait sur le seuil, l'objet métallique dans sa main reflétant la lumière. Un revolver de petit calibre. « Madame Valmont » commença Clara d'une voix qu'elle voulait calme. « Vous ne devriez pas... » « Silence » coupa Véronique en entrant et refermant la porte derrière elle. « Tu ne sais pas ce que c'est, n'est-ce pas, de chercher son enfant pendant des années, de souffrir chaque jour, et puis de la retrouver, changée, méconnaissable. » Son regard fiévreux passa de Clara à Suzanne, qui s'était levée avec difficulté, s'appuyant sur sa canne. « Toi » siffla Véronique en pointant l'arme vers la vieille dame. « Tu me l'as volée. Je l'ai sauvée, » répliqua Suzanne sans ciller. « Vous vouliez la tuer. » Un rire aigu, presque hystérique, échappa à Véronique. « La tuer. Oh non, jamais ça, juste. L'éloigner un peu, le temps qu'Henri comprenne que j'étais plus importante que sa précieuse petite fille. » Clara observait cette femme, sa mère biologique, avec un mélange d'horreur et de fascination. Comment une mère pouvait-elle être jalouse de son propre enfant au point de vouloir l'écarter? Mais cette femme, cette Marie, poursuivit Véronique, le regard dans le vague, elle devait juste la garder quelques semaines, dans un village près de Grenoble, le temps qu'Henri soit fou d'inquiétude. Que je le console, que je redevienne le centre de son monde. Et puis, Noémie aurait été retrouvée, saine et sauve. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu, intervint doucement Clara. Véronique la fixa, son regard s'éclaircissant soudain. Non, cette idiote a paniqué, a dit que la petite se souvenait de tout, qu'elle réclamait son père, qu'elle pourrait parler et nous faire arrêter. Elle voulait plus d'argent pour continuer à la garder. Alors vous avez décidé de vous en débarrasser, compléta Suzanne, la voix tremblante de colère. Pas comme vous le pensez, s'écria Véronique. Je voulais juste l'envoyer plus loin, à l'étranger, peut-être, le temps que les choses se tassent. Clara comprenait maintenant. Cette femme dérangée, obsédée par son mari, avait orchestré l'enlèvement de sa propre fille, comme on planifie une mise en scène, avec un scénario, des figurants, mais sans considération réelle pour l'enfant utilisé comme accessoire. Et maintenant, demanda-t-elle doucement, tentant de gagner du temps. Henri est dehors. Il va monter d'une minute à l'autre. Henri n'est pas dehors, corrigea Véronique avec un sourire froid. Je l'ai vu s'éloigner avec son ami, sans doute pour répondre à un appel. J'ai saisi l'occasion. Elle agita légèrement l'arme. Nous allons partir, toi et moi, recommencer ailleurs, comme nous aurions dû le faire il y a des années. Sans Henri, sans cette vieille voleuse d'enfants, juste nous deux. Je n'irai nulle part avec vous, affirma Clara, le cœur battant mais la voix ferme. Tu n'as pas le choix, ma chérie, susurra Véronique. C'est ça, ou je vous tue toutes les deux ici et maintenant, et je me tue ensuite. Un beau drame familial dont parlera toute la France. Son ton détaché, presque joyeux, glaça le sang de Clara. Cette femme était véritablement déconnectée de la réalité, capable du pire sans aucun remords. D'accord. Céda Clara, cherchant à gagner du temps. Laissez-moi juste prendre quelques affaires. Tu n'as besoin de rien, coupa Véronique. J'ai tout prévu. Des vêtements, des papiers, de l'argent. Nous prendrons l'avion cette nuit même pour Genève, puis un train pour Milan. J'ai un ami là-bas qui nous hébergera le temps que j'organise notre nouvelle vie. Elle avait tout planifié, réalisa Clara avec horreur. Cette femme préparait sa fuite depuis longtemps. Attendant peut-être le moment opportun, Suzanne fit un pas en avant, sa canne raclant le parquet. Vous ne pouvez pas faire ça, Véronique. Cette jeune femme n'est plus votre petite fille. C'est une adulte maintenant, avec sa propre vie.
ses propres choix. « Tais-toi, vieille sorcière !» cria Véronique, son calme apparent volant en éclats. « Tu me l'as volée, tu l'as élevée dans la médiocrité, alors qu'elle est une Valmont, ma fille, mon sang. » Clara saisit cette diversion pour reculer vers la cuisine, où elle savait que son téléphone était posé, si elle pouvait envoyer un message à Henri, mais Véronique était plus alerte qu'elle ne le paraissait. « Où crois-tu aller ?» dit-elle en braquant l'arme directement sur Clara. « On ne bouge plus. » Un bruit sourd les fit toutes sursauter. Quelque chose, ou quelqu'un, avait heurté la porte d'entrée. Comme si on tentait de l'enfoncer, Henri, souffla Véronique, son visage déformé par la panique. La seconde de distraction fut tout ce dont Suzanne avait besoin. Rassemblant une force insoupçonnée, elle se jeta sur Véronique, la faisant basculer. Un coup de feu retentit, assourdissant dans l'espace confiné. Clara hurla, voyant sa grand-mère s'effondrer, une tache rouge s'élargissant sur sa poitrine. « Mamie !» cria-t-elle en se précipitant vers elle. La porte céda dans un fracas de bois brisé. Henri et Laurent se ruèrent dans l'appartement, suivis de 2 policiers en uniforme. « Clara !» appela Henri. Apercevant d'abord la jeune femme penchée sur Suzanne, puis son regard tomba sur Véronique, toujours à terre, l'arme à quelques centimètres de sa main. Laurent fut plus rapide, écartant d'un coup de pied le revolver avant de maîtriser Véronique, qui ne résistait même pas, comme vidée de toute énergie. « Une ambulance !» hurla Clara, pressant ses mains contre la blessure de Suzanne pour tenter d'arrêter l'hémorragie. « Vite !» L'un des policiers parla dans sa radio, tandis que l'autre menottait Véronique, maintenant docile comme une poupée de chiffon. Henri s'agenouilla auprès de Clara et de Suzanne. La vieille dame respirait avec difficulté, son visage déjà grisâtre. « Tenez bon, Madame Dumas, » dit-il doucement. « Les secours arrivent. »« Monsieur Valmont, » murmura Suzanne, sa voix à peine audible. « Je dois vous dire... » Plus tard, la coupa Henri. « Gardez vos forces. »« Non, » insista Suzanne en agrippant faiblement sa manche. « Maintenant, je l'ai trouvée, abandonnée. J'ai voulu la protéger de votre femme. Je sais, » dit doucement Henri. « Laurent a entendu une partie de votre conversation à travers la porte. Vous avez sauvé ma fille, Madame Dumas, et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. » Une larme roula sur la joue ridée de Suzanne. « Pardonnez-moi de ne pas vous l'avoir rendue plus tôt. Il n'y a rien à pardonner, » murmura Henri. « Vous l'avez aimée, protégée quand je n'ai pas su le faire. » Clara pleurait silencieusement, tenant toujours la main de celle qui l'avait élevée, qui avait été, de toutes les façons qui comptaient, vraiment, sa véritable grand-mère. « Ne me quitte pas, mamie, » supplia-t-elle. « Reste avec moi. » Un faible sourire éclaira le visage de Suzanne. « Je serai toujours avec toi, ma petite. Que tu t'appelles Clara ou Noémie, tu seras toujours. » Sa voix s'éteignit. Ses yeux se fermèrent doucement. Clara sentit la main de Suzanne se relâcher dans la sienne. « Non !» hurla-t-elle. « Non, mamie !» Les secours arrivèrent à cet instant, se frayant un chemin à travers l'appartement encombré de policiers. Mais Clara savait déjà, dans son cœur, que c'était trop tard. Henri l'aida à se relever, l'éloignant doucement pendant que les ambulanciers s'affairaient autour de Suzanne. Dans un coin, les policiers emmenaient Véronique, qui, étrangement, souriait maintenant, comme libérée d'un fardeau. « J'ai gagné, Henri », lança-t-elle en passant près de lui. « Elle est à nouveau à nous maintenant. » Henri ne répondit pas, serrant Clara contre lui dans un geste protecteur. Ils restèrent ainsi, père et fille réunis dans les circonstances les plus tragiques, observant les ambulanciers qui constataient ce qu'ils savaient déjà. Suzanne Dumas était partie. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Clara dans un souffle, les yeux fixés sur le corps sans vie de sa grand-mère. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Henri. « C'est à toi de décider. » Clara toucha instinctivement le pendentif en forme de haine qui avait, par un étrange coup du destin, permis ces retrouvailles tant attendues. « Je veux que justice soit faite, » dit-elle finalement, « pour Suzanne, pour moi, pour ces 18 années volées. Mais je ne veux pas être Noémie, pas tout de suite. Je suis Clara, c'est la personne que je suis devenue, et Suzanne. » Sa voix se brisa. Suzanne était ma grand-mère, en tout ce qui compte vraiment. Henri hocha gravement la tête. « Je comprends, et je respecterai ton choix, quel qu'il soit. » Un policier s'approcha d'eux,
L'air embarrassé d'interrompre ce moment, « Nous aurons besoin de vos dépositions, » dit-il. « Et aussi, pour confirmer l'identité de mademoiselle, un test ADN sera nécessaire. »« Bien sûr, » répondit Henri. « Mais pas ce soir. Cette jeune femme vient de perdre la personne qui l'a élevée. Laissez-lui au moins cette nuit pour faire son deuil. » Le policier acquiesça, compatissant, et s'éloigna pour superviser la scène de crime. Dans la cuisine, Clara aperçut la boîte en métal de Suzanne, toujours ouverte sur la table. Elle s'en approcha lentement et prit la lettre que sa grand-mère lui avait montrée. Ce récit détaillé de la vérité, ce témoignage qui pourrait enfin éclairer les zones d'ombre persistantes de cette histoire. Elle tenait un journal, murmura Clara en montrant le carnet usé à Henri. Depuis le jour de ma disparition, tout est là. Henri regarda le carnet, ce trésor inestimable qui pourrait enfin lui apporter les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps, mais il se contenta de hocher la tête, respectant l'intimité de ce lien entre Suzanne et Clara. « Nous avons le temps, » dit-il doucement. « Toute une vie pour apprendre à nous connaître, si tu le souhaites. » Clara contempla cet homme, son père, qui avait passé 18 ans à chercher sa fille disparue sans jamais perdre espoir. L'homme dont Suzanne lui avait involontairement parlé si souvent, à travers les rares anecdotes qu'elle laissait échapper sur cette famille riche pour laquelle elle avait travaillé. « J'aimerais ça, » dit-elle finalement, et dans la nuit lyonnaise, alors que les lumières des véhicules de police dansaient sur les murs de l'appartement, quelque chose de nouveau commençait à naître, fragile, précieux, inattendu, un début de guérison, peut-être, pour deux âmes brisées par la même tragédie,